Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Les audiences foraines se poursuivent dans l'arrière-pays. En Basse-Guinée, le ministre de la Justice vient de boucler une mission de supervision des opérations. Partout, le garde des Sceaux a salué l'engagement des populations. Et puis, deuxième et dernier conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée au exercice 2024, des travaux orientés vers l'évaluation des activités exécutées, l'élaboration d'un plan stratégique pour 2025. Enfin, le Conseil national de la transition 2024 fut marqué par l'amorce de l'une de ses missions essentielles, celle d'élaborer une nouvelle constitution, un point nodal du processus de transition en cours. Le caractère inclusif et participatif a sanctionné chaque étape. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, la Guinée est en pleine transformation. Le président de la République met en œuvre une refondation de l'État basée sur la bonne gouvernance, la transparence et la participation citoyenne. Grâce aux efforts du chef de l'État, la Guinée retrouve son prestige sur la scène internationale, se prépare à un avenir marqué par la stabilité, la prospérité et le développement durable. Le programme Simandou 2040, socle de cette transformation, vise à moderniser le pays à travers ces 5 piliers. Je vous invite à suivre cet édito réalisé par la DCI. La Guinée se trouve à l'aube d'une transformation profonde. Sous l'impulsion éclairée du général Mamadi Doumbouya, président de la République, le pays se dote de fondations stratégiques pour bâtir un état de droit solide et légitime. Cette entreprise ambitieuse est la refondation de l'État qui repose sur des valeurs fondamentales, la bonne gouvernance, la transparence et la participation citoyenne. Depuis le lancement de ce processus de transformation, 5 valeurs cardinales appelées les 5 R ont été définies et mises en œuvre pour guider la gouvernance du président Mamadi Doumbouya. La refondation et le rassemblement. Le président Mamadi Doumbouya a pour ambition de gérer les affaires de l'État avec une approche inclusive, intégrant toutes les composantes de la nation. Il valorise chaque contribution et s'engage à rompre définitivement avec les pratiques du passé. Cette vision aspire à conduire la Guinée vers un avenir marqué par la paix, l'unité nationale et la réconciliation. Le redressement et le repositionnement. Ces 2 étapes stratégiques se traduisent par une réforme profonde de l'administration publique où transparence et responsabilité sont érigées en principes fondamentaux. Grâce aux efforts du président Mamadi Doumbouya, la Guinée a retrouvé son prestige d'antan sur la scène internationale. Les participations marquantes du chef de l'État aux grands rendez-vous mondiaux témoignent de cette dynamique. Ce repositionnement s'est effectué dans le respect des engagements pris envers la communauté internationale et à travers une coopération renforcée avec les partenaires étrangers. Cette approche offre à la Guinée une promesse de stabilité, de prospérité et de développement durable, consolidant ainsi son rôle au sein du concert des nations. La rectification institutionnelle. Le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, s'est engagé à construire des institutions fortes et crédibles, capables de résister aux épreuves du temps et des contingences humaines. Cette démarche ne se limite pas au renforcement structurel, mais vise à garantir que chaque citoyen guinéen ressente les effets concrets de la justice et de l'équité dans la gestion des affaires publiques. La lutte contre la corruption et l'inefficacité administrative constitue une priorité absolue. Dès son arrivée, le président Mamadi Doumbouya s'est attaqué frontalement à ces fléaux pour moraliser la vie publique et responsabiliser l'administration, posant ainsi les bases d'une gestion transparente et efficiente. Ensemble, dans cette nouvelle ère de leadership visionnaire, la Guinée s'équipe des outils nécessaires pour offrir un futur brillant à ses citoyens. Les défis sont nombreux,
Et la route est encore longue, mais avec une direction claire et une volonté inébranlable, le pays est résolument prêt à relever les obstacles. Sous la conduite du président Mamadi Doumbouya, la Guinée est en marche pour s'élever et briller parmi les nations, illustrant ainsi son potentiel immense et sa capacité à se transformer en un modèle de modernité et de transparence. Pour concrétiser cette vision, la Guinée a établi un chronogramme en 10 étapes, chacune essentielle pour bâtir un État moderne et transparent. Le recensement général de la population et de l'habitat afin d'obtenir des données précises pour une planification efficace. Depuis le démarrage du 4e recensement général de la population et de l'habitation, plusieurs activités sont réalisées. Il s'agit principalement des travaux préparatoires, de la cartographie censitaire pilote et de la cartographie censitaire. La collecte des données de la cartographie censitaire a débuté le 11 mars 2024 et se poursuit dans toutes les préfectures et communes urbaines avec 720 agents pour une population estimée à 16 634 284 individus, dont 52,61% de femmes. Le recensement administratif a vocation d'état civil pour établir un état civil fiable et complet avec la création par décret présidentiel du PNRAVEC. L'objectif final est d'avoir une gestion efficiente de l'état civil des Guinéens en dotant chaque Guinéen d'une identité juridique. C'est une fondation qui sera la base sur laquelle la Guinée construira des étages. Le premier niveau est le fichier électoral, le second sera la sécurité sociale pour nos compatriotes. L'établissement du fichier électoral dans le but de garantir des élections libres et transparentes. L'élaboration de la nouvelle constitution pour créer un cadre juridique moderne et adapté aux besoins du pays. L'avant-projet de nouvelle constitution déjà élaboré par le CNT est en pleine vulgarisation. Durant plusieurs mois, conseillers et cadres du CNT ont mené d'intenses travaux pour expliquer aux populations de l'arrière-pays l'esprit et la lettre de l'avant-projet de nouvelle constitution. L'organisation du scrutin référendaire pour valider la nouvelle constitution par le peuple. L'élaboration des textes de loi organiques afin de mettre en place les lois nécessaires à l'application de la Constitution. L'organisation des élections locales pour renforcer la démocratie locale et la participation citoyenne. L'organisation des élections législatives afin d'élire des représentants pour un Parlement fort et représentatif. La mise en place des institutions nationales issues de la nouvelle Constitution avec pour objectif d'assurer le fonctionnement des nouvelles institutions. Et l'organisation de l'élection présidentielle pour élire un président de la République afin de continuer de diriger le pays vers un avenir prospère. Pendant que ces 10 étapes du chronogramme sont en application progressive et très avancée, le président Mamadi Doumbouya use parallèlement de sa détermination à asseoir les bases d'un développement durable en Guinée, à travers des projets et programmes à la fois ambitieux et stratégiques tels que le Simandou 2040. Le programme Simandou 2040 est une vision pour un avenir prospère en Guinée. Ce programme s'articule autour de 5 piliers fondamentaux, à savoir l'agriculture, l'industrie alimentaire et le commerce. Le premier pilier du programme Simandou 2040 met l'accent sur le développement agricole et industriel ainsi que sur le commerce. En investissant dans l'agriculture durable, la mécanisation et l'accès au marché, la Guinée souhaite améliorer la production et les revenus des agriculteurs locaux. Cette transformation est essentielle pour garantir la sécurité alimentaire et stimuler l'économie nationale. Éducation et culture. Le deuxième pilier se concentre sur l'éducation et la culture, reconnaissant leur rôle déterminant dans la préparation des jeunes à un avenir prometteur. Des réformes et des investissements significatifs dans le secteur éducatif
permettront de former une génération de citoyens compétents et engagés, prêts à contribuer au développement du pays. La promotion de la culture guinéenne viendra ainsi renforcer l'identité nationale et la cohésion sociale. Infrastructures, transport et technologie. Le troisième pilier vise à moderniser les infrastructures, les transports et les technologies. En développant des infrastructures de qualité et en intégrant les nouvelles technologies, la Guinée se positionne comme un acteur clé dans la région. Ces investissements sont essentiels pour améliorer la connectivité, faciliter les échanges commerciaux et attirer l'investissement étranger. Économie, finances et assurance. Le quatrième pilier se concentre sur la réforme économique, la gestion financière et le secteur des assurances. En adoptant des politiques économiques transparentes et responsables, la Guinée créera un environnement propice à la croissance et à la stabilité. Santé et bien-être. Le cinquième pilier, axé sur la santé et le bien-être, est fondamental pour assurer une qualité de vie élevée pour tous les Guinéens. Ces piliers visent inéluctablement à transformer le pays en une nation prospère, durable et inclusive. Et pour que ces objectifs ambitieux soient atteints, la Guinée a besoin d'un leadership visionnaire et déterminé. Sous la houlette du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, la Guinée est prête à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent, construisant ainsi un avenir radieux pour tous ses citoyens. Ensemble, avec une direction claire et une volonté collective, la Guinée peut et va s'élever vers de nouveaux horizons. Ainsi, il coule de source aujourd'hui que la véritable priorité des Guinéens doit être l'intérêt supérieur de notre nation et non des échéances arbitraires. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans ce processus de transformation en contribuant à bâtir des institutions solides, en promouvant la transparence et en participant activement à la vie publique. Car c'est ensemble, main dans la main, que nous pourrons réaliser les ambitions de notre pays et garantir un avenir prospère pour les générations futures. Il est grand temps de dépasser les simples considérations de calendrier pour se concentrer sur l'essentiel. La Guinée a un besoin urgent de stabilité durable, de réformes structurelles ambitieuses et d'un leadership visionnaire pour affronter et surmonter les défis actuels. Le président Mamadi Doumbouya incarne cette vision audacieuse et cette détermination sans faille, portée par une volonté de transformer profondément notre nation. En soutenant ces efforts, nous faisons bien plus qu'affirmer notre patriotisme. Nous posons les bases d'un avenir où la Guinée pourra enfin s'élever parmi les nations, forte de son progrès et de sa modernisation exemplaire. Le ministre directeur de cabinet de la présidence, président du comité stratégique de Simandou, a présidé la cérémonie de signature de l'accord de mise en œuvre de la convention de base de la société SPIC. C'est pour la construction d'une raffinerie de transformation des produits miniers en Guinée. Cet accord s'inscrit dans le cadre du programme Simandou 2040, une initiative visionnaire du président général Mamadi Doumbouya. Explication, Oumar Bari. Le ministre directeur de cabinet de la présidence et président de l'accord cadre sino-guinéen en charge du suivi du projet Simandou et de l'élaboration du programme Simandou 2040, Djiba Diakité, a présidé le lundi 23 décembre 2024 au Petit Palais de la Présidence la cérémonie de signature de l'accord de mise en œuvre de la convention de base pour la construction d'une raffinerie de transformation des produits miniers en Guinée d'une capacité d'1,2 million de tonnes d'alumine par an. Outre le ministre secrétaire général de la présidence, général Amara Camara, les membres du comité stratégique de Simandou et ceux du comité de l'accord cadre sino-guinéen
Cet événement majeur a été marqué par la présence des responsables des départements ministériels et de l'administration, ainsi que de l'ambassadeur de Chine en Guinée et les représentants de la société chinoise SPIC. Cet accord représente une étape historique et déterminante dans la valorisation des ressources naturelles de la Guinée, notamment la transformation de la bauxite en alumine. Cette importante étape dans le secteur minier de notre pays n'aurait pu être atteinte sans le leadership éclairé du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Pour rappel, la première raffinerie d'alumine, celle de Fria, a été construite pendant la période coloniale et est entrée en production en 1959, soit 65 ans. Dès le 5 septembre 2021, le président de la République n'a cessé de souligner l'importance cruciale de la transformation locale des produits miniers, notamment la bauxite, pour accélérer le développement socio-économique durable par l'industrialisation du pays. C'est dans cette optique justement que le chef de l'État a réuni toutes les entreprises minières qui ont des conventions de construction de raffineries le 8 avril 2022 pour leur exiger de lui soumettre un plan de mise en œuvre de leurs engagements. Il a ainsi martelé que la Guinée ne doit pas seulement être un fournisseur de matières premières brutes, mais elle doit devenir un véritable pôle industriel capable de transformer ses ressources minières sur place. Vous avez signé bien sûr des conventions d'établissement avec le gouvernement guinéen. Ces conventions contiennent de part et d'autre des engagements et des obligations. Un engagement ou une obligation non tenue est une cause de nullité de la convention. Il en est aussi du processus de transformation de nos matières premières que vous exploitez. Désormais, leur transformation sur place devient incontournable. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités afin de faciliter la mise en œuvre des usines de raffinerie en République de Guinée. L'État jouera tout son rôle afin de créer les conditions de développement d'un corridor de prospérité. Ce projet de raffinerie s'aligne parfaitement avec la vision Simandou 2040, qui est un programme hautement stratégique de développement durable de la Guinée pour les 15 prochaines années, visant à exploiter de manière optimale les richesses minières du pays, en mettant l'accent sur la création de plus de chaînes de valeur pour le pays, en transformant la bauxite en alumine sur place, au lieu de simplement continuer l'exportation de la bauxite brute. L'accord signé le 23 décembre 2024 entre la société chinoise SPIC, Pawa Investment Corporation et l'État guinéen marque une avancée significative dans la mise en œuvre de cette vision. La cérémonie a également été l'occasion de rappeler les excellentes relations entre les peuples guinéens et chinois. Cette signature est le fruit de la coopération de longue date entre les deux nations. La visite officielle de son Excellence le général Mamadi Doumbouya en Chine en septembre 2024 et les entretiens qu'il a eus avec son homologue Xi Jinping ont permis la réalisation de cet important projet, tout en renforçant et posant les bases pour hisser les relations économiques entre les deux pays au même niveau que les relations politiques et diplomatiques. L'ambassadeur de Chine en Guinée a exprimé sa satisfaction de voir les relations entre les deux pays se consolider à travers des projets d'envergure comme celui-ci, un signe du renforcement de la coopération stratégique sino-guinéenne. Aujourd'hui, je suis très content de voir que la société SPIC signe une convention minière avec le gouvernement guinéen. J'espère que de plus en plus d'entreprises chinoises pourront s'impliquer dans le projet de la construction de raffinerie. La signature de cet accord représente bien plus qu'un engagement contractuel. C'est un projet structurant pour l'avenir économique de la Guinée qui devrait créer des milliers d'emplois et générer des retombées économiques importantes. Le PDG de SPIC, Liu Fergiu, a d'ailleurs exprimé la volonté de son entreprise de respecter pleinement ses engagements et de travailler étroitement avec le gouvernement guinéen pour assurer la réussite du projet.
En tant que le projet important dans l'accord cadre de coopération stratégique sino-guinéenne, la première phase du projet d'installation dans les mines d'SPIC en Guinée, depuis son lancement officiel en mai 2019, a été construit et exploité sans heurts sous le ferme soutien des gouvernements chinois et guinéens. La signature de cet accord de mise en œuvre du projet d'Alumine est sans doute une autre preuve solide de l'adhésion de SPIC-API à une performance honnête et de sa contribution active à la mise en œuvre des contenus pertinents de sa convention minière. Avec un sens élevé de responsabilité et de la mission, nous mettrons activement en œuvre l'important consensus atteint lors de la réunion entre les chefs d'État de Chine et de Guinée au cours du Forum sino-africain cette année. Le ministre directeur du cabinet de la présidence et président de l'accord cadre sino-guinéen Djiba Diakité a, pour sa part, souligné l'importance de ce projet pour le développement industriel du pays. Il a également invité tous les acteurs concernés, tant guinéens que chinois, à travailler de manière concertée pour garantir le succès de ce projet phare, dont les bénéfices impacteront positivement l'économie nationale et le quotidien des Guinéens. Pour le ministre Djiba Diakité, l'objectif est de poser les bases d'un développement solide à court, moyen et long terme en tirant profit des ressources minières du pays. Ce type d'initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État afin de diversifier l'économie et de créer de la valeur ajoutée à partir des ressources naturelles du pays. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour encore continuer le travail en synergie, en bonne intelligence, pour que nous arrivons à accompagner SPIC à respecter ses engagements. Il vous souviendra que le 8 avril 2022, le chef de l'État avait invité toutes les compagnies, grandes sociétés minières en République de Guinée, qui, dans leur convention de base, avaient des obligations de construction de raffineries, notamment raffineries d'alumine en Guinée. Les impératifs tels que nous allons les signer dans ces documents, mais également les documents de convention de base de SPIC doivent être respectés en termes de délai, mais en termes d'engagement contractuel aussi de toutes les parties prenantes. À titre d'exemple, ces accords, je le disais tantôt, exigent aujourd'hui, bien évidemment, de pouvoir procéder dès le 31 janvier au démarrage des travaux préparatoires. Ça, c'est vraiment au plus tard. Au 31 janvier, les travaux préparatoires doivent démarrer. Nous avons mis dans ces accords, de façon pragmatique, qu'au plus tard, le 31 mars, nous allons procéder au démarrage des travaux et ensuite, de manière, je pense, collégiale, un travail en bonne intelligence, nous permettra de pouvoir définir, avec l'accompagnement d'un ingénieur conseil qui sera du côté de l'État, payé par le projet, qui nous permettra ensemble de définir les jalons avant la date de fin des travaux qui est fixée pour le 31 décembre 2027. Et puis, bien évidemment, le démarrage de la commercialisation qui arrivera 6 mois après, au 31 juin 2028, parce qu'après la fin des travaux, le 31 décembre 2027, il faut une phase de test pour s'assurer que toute la raffinerie fonctionne correctement. Dans quelques exemples du contenu, donc il y aura l'effectivité, bien évidemment, de la construction de la raffinerie, mais ce projet est également accompagné, bien évidemment, de la construction de centrales thermiques avec une capacité d'environ 250 mégas, dont les 100 mégas seront dédiés à une utilisation publique et les 150 dédiés aux besoins de l'entreprise dont les détails supplémentaires pourront être affinés pour le type du thermique. Et vous le savez, toute l'ambition de la Guinée est de faire converger aujourd'hui notre stratégie de développement vers l'économie verte. Et je pense que les discussions en bonne intelligence
continueront pour nous permettre d'atteindre ces objectifs clés. L'initiative de SPIC et la mise en œuvre de ce projet illustre également la volonté de la Guinée de développer des partenariats stratégiques, tout en veillant à ce que les bénéfices de ces projets profitent en priorité à la population locale. Les relations diplomatiques historiques entre la Guinée et la Chine sont des relations solides depuis notre indépendance. La Chine, c'est un des premiers pays qui ont reconnu la République de Guinée. Et la Guinée et la Chine ont toujours marché main dans la main. Mais cette relation devait être traduite en termes de développement, en termes d'entraide, en termes de coopération. Et aujourd'hui, la signature de cet accord matérialise cette vision du chef de l'État. C'est un grand jour aujourd'hui pour la signature de cet accord pour la construction de la raffinerie à République de Guinée. C'est vraiment la suite logique du forum de FOCAC, forum de coopération sino-africaine. On a organisé une convergence dînatoire qui a convergé toute l'élite entrepreneuriale chinoise en Chine. Aujourd'hui est un jour historique, d'autant plus qu'on montre par la signature de cet acte que c'est possible. Et nous avons eu d'autres partenaires qui nous ont fait croire que ce n'est pas possible ou que c'est très difficile. Nous venons d'avoir d'autres partenaires avec qui nous signons de façon irrévocable que ce que nous demandons est de l'ordre naturel des choses, à savoir la transformation des produits qui sont issus de cette terre de Guinée en produits semi-finis ou finis pour plus d'emplois et de bien-être pour les enfants de ce pays. On est dans la dynamique de la refondation de l'État guinéen sous la houlette du président, le général Mamadi Doumbouya. Selon laquelle dynamique, il faut faire appliquer l'esprit des différentes conventions, qu'elles soient minières, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient dans d'autres segments de l'activité. Et ce n'est qu'une correction des dispositions qui ont été stipulées dans la convention liant l'État guinéen à la société SPIC. Et donc le président Mamadi Doumbouya, fidèle à sa conviction de refondateur, fidèle à sa conviction de patriotisme, a jugé utile depuis le 8 avril 2022 de demander à l'ensemble des sociétés qui, dans leur convention, ont l'obligation de construire les raffineries d'ici à Télé. Cela permettra à la Guinée non seulement de drainer des ressources, de créer de l'emploi et de créer aussi des champions locaux dont l'avantage est la création d'un environnement et d'un écosystème favorable à l'émergence d'une Guinée prospère. L'accord qui vient d'être signé, qui porte sur la mise en œuvre de la convention de base de la société SPIC pour la réalisation d'une raffinerie avec une capacité de production de 1 200 000 tonnes d'alumine par an, représente une avancée sur le plan environnemental, car il faut le dire, la convention de base qui a été signée en 2013 prévoyait la fourniture d'énergie à travers une centrale thermique, donc avec le charbon en particulier. Cet accord qui vient d'être signé aujourd'hui prévoit que la société explorera d'autres sources d'énergie telles que le solaire, l'éolien par exemple, l'hydraulique pour parvenir à un mix énergétique. Et par ailleurs, il faut le souligner que le projet sera soumis aux standards environnementaux les plus élevés sur le plan international. Donc sur le plan national d'abord avec la législation guinéenne, mais également les normes environnementales internationales les plus élevées. Le mérite de la signature de cet accord revient au président de la République et son Excellence le président Mamadi Doumbouya, qui, vous vous souviendrez, le 8 avril 2022 a réuni tous les investisseurs miniers qui avaient des engagements relatifs à la construction des raffineries. Il leur a dit que la Guinée respecte ses engagements, mais la contrepartie, il faut que les sociétés aussi respectent les leurs. Donc c'est la mise en œuvre de ces instructions qu'il a données au comité stratégique, au comité sino-guinéen et au
ministère des Mines de la Géologie et les autres ministères impliqués pour amener cette société à respecter ses engagements de réalisation de la raffinerie. L'accord qui est négocié porte substantiellement sur un chronogramme agressif avec un démarrage des travaux préparatoires en janvier 2025, c'est-à-dire le mois prochain, le démarrage effectif des travaux au 31 mars ou plus tard le 31 mars 2025, la fin des travaux prévus au 31 décembre 2027 et avec une mise en service au plus tard le 30 juin 2028. C'est-à-dire la construction, la date d'achèvement, c'est 31 décembre 2027. La société a 6 mois pour les mises en service parce que c'est un outil industriel. Au 30 juin 2028, ils doivent commencer la première production commerciale. Ensuite, au plus tard, si au 31 décembre 2028, ils n'ont pas encore respecté les engagements, il y a des pénalités qui sont prévues. Au 31 décembre 2028, l'État a le droit, et c'est important de le souligner, de retirer la concession minière, c'est-à-dire le titre minier, conformément aux dispositions prévues par le Code minier. Mais au-delà de ces aspects, il faut quand même retenir qu'il y a eu des gains extrêmement importants dans cet accord, qui est un accord de mise en œuvre de la convention de SPIC signée en septembre 2013. Et les gains dont il s'agit, pendant 5 ans, et à partir de 2025, il y aura une bourse pour 100 élèves guinéens de tous les lycées du pays, y compris les lycées des zones d'opération de la société, pour les amener dans les filières techniques et scientifiques en Chine. C'est ce qui garantira, c'est ce qui permettra de préparer les futurs Guinéens qui vont travailler dans ces raffineries. En définitive, la cérémonie de signature de cet accord marque un moment clé dans l'histoire économique de la Guinée et témoigne des ambitions de son gouvernement sous le leadership visionnaire de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, pour transformer ses ressources naturelles en véritable moteur de développement national. Ce projet de raffinerie, à la fois symbole d'innovation et de coopération internationale, ouvrira sans aucun doute la voie à de nombreux autres projets de transformation industrielle dans les années à venir, contribuant ainsi à la réalisation de l'ambitieux programme Simandou 2040. Dans le reste de l'actualité, les audiences foraines se poursuivent dans l'arrière-pays, en Basse-Guinée. Le ministère de la Justice vient de boucler une mission de supervision des opérations. Partout, le garde des Sceaux a salué l'engagement des populations à se faire recenser. On fait le point tout de suite avec Tierno Younoussaba. Les magistrats sont à pied d'œuvre dans le cadre du PNRAVEC. Pratiquement chaque composition judiciaire qui siège a déjà délivré le premier acte. Les audiences foraines facilitent le recensement administratif à vocation d'état civil PNRAVEC. Déjà, des milliers de personnes sans acte d'état civil sont identifiées et régularisées. L'enjeu est de fournir à chaque Guinéen une identité numérique. Pour la commune urbaine de Forikaria, on a pu tenir 2 audiences. Ces 2 audiences nous ont permis, avec notre organisation, à obtenir l'enregistrement d'au moins 200 personnes. Le processus se passe normalement à Télimilé. Nous enregistrons de l'engouement au niveau de la population. Les sensibilisations sont bien passées. La réussite est l'aboutissement de nombreuses campagnes de sensibilisation, ce qui a permis l'adhésion de la population. L'opération est bien appréciée dans les préfectures visitées par la délégation du ministre de la Justice. Pour le garde des Sceaux, le processus garantit l'accès aux services publics et aux droits sociaux. Le programme national de recensement à vocation d'état civil est une priorité nationale. C'est une priorité qui s'inscrit dans les grands soucis du chef de l'État. Et comme vous l'avez si bien précisé, nous avons effectué au contrôle des exécutants pour la mise en place de ce programme. Les commissions qui sont là en audience foraine administrative marchent très bien. Sur le terrain, le processus continue. À terme, il permettra à chaque Guinéen de disposer d'un jugement supplétif
tenant lieu d'acte de naissance. À travers ces audiences foraines, l'accès aux documents devient de plus en plus facile. À présent, je reçois sur ce plateau la ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Rose Paula Pressimo, pour parler de la plateforme Télémo. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, bonsoir à tous les Guinéens. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est quoi d'abord Télémo? Télémo, d'abord, vient d'une de nos langues maternelles, donc de la langue Pélé, qui signifie la confiance, la transparence, la conformité. Et Télémo est désormais cette plateforme digitale qui va nous permettre de révolutionner l'ère de gestion des marchés publics. Télémo sera désormais cette plateforme de passation des marchés publics qui va regrouper tous les plans de passation de marché à travers lequel tous les Guinéens et tous les acteurs du monde économique que nous recevons ici en Guinée de passer à travers cette plateforme pour pouvoir contractualiser avec l'État via ces projets qu'ils mettent en exergue. Télémo aussi, il faut le voir comme étant un projet qui est un fruit né d'une vision stratégique entre nos deux chefs d'État, le président, son Excellence, Monsieur le Président, le général d'armée Mamadi Doumbouya et son confrère, son Excellence Paul Kagame du Rwanda, qui ont une vision assez évoluée de la gouvernance, de la transparence. Et à travers cette vision partagée, on instruit les équipes que nous représentons aujourd'hui à pouvoir mettre en place cette plateforme digitale pouvant permettre de gérer nos marchés publics en République de Guinée. Justement, Madame la Ministre, quels sont les avantages liés à la modernisation, surtout des marchés publics par rapport à Télémo? D'abord, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut constater à travers cette plateforme, c'est que nous allons pouvoir améliorer la transparence. Grâce au projet Télémo, l'ensemble des projets auront la capacité d'être suivis, d'assurer une traçabilité, de savoir à quel niveau nous sommes pour émettre un paiement. Grâce à la plateforme Télémo, nous aurons un suivi plus assuré pour savoir à quelle étape mon projet de contrat est, à quelle étape, avec quelle entité mon projet de contrat est, avoir un suivi beaucoup plus rigoureux. Grâce à la plateforme Télémo également, nous allons assurer une inclusivité sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, des marchés qui se transigent à l'intérieur du pays, que ce soit à Labé, que ce soit à Zirikore, à Cancan, les différents prestataires sont obligés de venir jusqu'à Conakry pour pouvoir transiger. Cette plateforme va améliorer cette inclusivité et aussi permettre à tout un chacun, partout où nous sommes à travers le pays, de pouvoir donc avoir la chance aussi de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des marchés publics et de pouvoir postuler. Avec la grande transformation économique, sociale que nous allons avoir à travers le programme Simandou, cela va permettre de lever des ressources au niveau de l'État, donc de pouvoir de réaliser plus d'activités et plus de projets. Cette plateforme ne sera un endroit unique où nous pourrons trouver l'ensemble des marchés par ministère, par département, par entité gouvernementale et pour permettre de donner une meilleure chance à tous les Guinéens ou les partenaires guinéens qui veulent travailler avec nous. Vous avez parlé de la traçabilité. Qu'en est-il de la transparence et de l'accessibilité, surtout pour les entreprises guinéennes? Surtout cette transparence, vu que nous donnons la chance à tout le monde. Nous donnons la chance en libéralisant justement ces marchés publics. Quand on parle de libéralisation, on parle de la disponibilité de l'information, de l'accessibilité, de pouvoir se dire je suis en zone rurale, je suis en zone urbaine, mais j'ai la possibilité aujourd'hui de pouvoir voir quel marché se transige dans mon environnement administratif et pouvoir postuler et donner la chance à chacun d'entre nous. Justement, pour terminer, vous avez parlé des présidents guinéens et rwandais. Le Rwanda, c'est un modèle aujourd'hui dans l'ENTIC. Comment cette collaboration va-t-elle développer le projet Télémo? D'abord, il faut voir que le Rwanda a quand même déjà pu réaliser une telle prouesse en digitalisation l'ensemble de son système de passation de marché. C'est une nouvelle ère pour nous. On révolutionne la gestion des marchés publics en République de Guinée et
nous avons bénéficié de leur expertise, de leur expérience, éviter les erreurs qu'eux, ils ont pu commettre parce qu'ils l'ont fait sur plusieurs années. Nous, grâce à vraiment une diligence et surtout le leadership aussi du chef du gouvernement qui pilote aujourd'hui, qui est à la tête du comité de pilotage, parce qu'il y a un comité de pilotage en matière de gouvernance, il y a un comité de pilotage qui est présidé par Monsieur le Premier ministre et aussi un comité technique qui est présidé par ma personne et avec pour vice-président le ministre de l'économie et des finances. Nous avons pu mettre toutes ces structures de gouvernance en place pour nous permettre d'avoir une gouvernance solide, mais surtout durable. Ce qu'on va chercher aussi avec la coopération rwandaise, c'est une équipe qui a déjà eu à réussir ce pari dans leur pays, un contexte plein de défis. Nous avons pu bénéficier de leur expertise, mais surtout nous avons pu faire participer des Guinéens qui ont eu la chance ou qui ont eu de l'expertise à l'international. Donc, faire venir des Guinéens qui ont travaillé sur ce beau projet. Et nous avons fait aussi bénéficier de l'expertise locale. Donc, c'est une synergie d'action aujourd'hui avec une équipe rwandaise et une équipe locale qui est constituée de Guinéens venus de l'extérieur, mais aussi de Guinéens qui ont travaillé ici en Guinée. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'en arriver là et de pouvoir avoir une telle plateforme qui sera accessible et disponible à partir du 1er janvier, dès lors que la loi de finances sera votée et promulguée. Nous pourrons désormais avoir accès à cette plateforme pour que les différents passeurs de marché puissent enregistrer leur plan de passation de marché et que les Guinéens et ses partenaires puissent aussi avoir un seul endroit où aller chercher les marchés publics. Merci Madame la ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Espace Santé, le ministre Dr Oumar Djoueba, en compagnie du gouverneur de la région administrative de Kankan, entame une tournée dans les districts sanitaires de la région. Madiana et Sigiri ont constitué les premières étapes sur place. Des manquements liés à la prise en charge correcte des patients ont été évoqués. Des instructions sont données pour corriger ces anomalies. Mohamed Pati Kamara, Tcherno Maroufba, envoyé spéciaux. Après sa première tournée dans la région forestière, Dr Oumar Djoueba est dans la région de Kankan. Le district sanitaire de Mandiana a constitué la première étape de cette tournée. Comme partout, il est venu constater de près les réalités des structures sanitaires. À l'hôpital préfectoral de Mandiana, l'hygiène et le manque d'équipements nécessaires ont attiré l'attention du chef de département de la santé. Et des dispositions ont été prises dans l'immédiat pour corriger ces manquements. Constater les faits, aussitôt, il a réagi. Donc, la communauté sera satisfaite. Donc, ça nous va droit au cœur. Nous sommes là pour sauver la communauté. Donc, si lui-même vient, il a trouvé, il n'y a pas de bouteille d'oxygène, il n'y a pas de couvreuse. Aussitôt, il a recommandé, appelé, d'envoyer. C'est une idée que nous allons apprécier. Parce que quand un agent de santé travaille, surtout un subordonné, et que tes patrons ne viennent pas voir, évaluer ce que tu es en train de faire, tu ne sauras pas si tu es dans les bonnes voies, oui ou non. Et on a dit nos préoccupations. Et je pense qu'à son retour, il tiendra compte de ça. Après Mandiana, le ministre de la Santé et sa délégation ont mis cap sur le district sanitaire de Sigiri. Là, après les visites dans les différents services, le ministre a eu un échange avec le personnel médical sur plusieurs aspects, comme le respect de leurs serments. Nous avons visité, vu, touché du doigt tout ce qui se passe dans les hôpitaux, dans les centres de santé. C'était pourquoi? C'était pour rassurer les travailleurs qui doivent se donner la main et travailler correctement et faire leurs demandes. Il ne faut plus qu'ils s'asseyent, dire j'ai parlé. Non, chacun, tout ce qu'ils ont besoin, ils n'ont qu'à écrire, envoyer à notre ministre. Dr Oumar Djoueba a mis à profit sa tournée dans la région pour s'enquérir de l'état du centre de santé amélioré de Gansoumana qui est à l'arrêt. Un chantier dont les travaux ont débuté en 2022. Et puis, dans le cadre de l'intégration des nouveaux fonctionnaires recrutés suite au concours session 2024, le ministère du Travail et de la Fonction publique organise un programme de stage probatoire obligatoire conformément aux dispositions de la loi L
N0027 portant statut général des agents de l'État. Ce programme de stage probatoire se décline en deux phases. Une, la phase d'induction civilo-militaire qui vise à préparer les fonctionnaires stagiaires de l'administration publique à assumer leurs responsabilités d'agents publics avec compétences, discipline et engagement patriotique. Deux, la phase de formation en technique administrative en alternance pour permettre aux participants de maîtriser les fondamentaux de la gestion administrative, d'améliorer leur efficacité dans l'accomplissement des missions publiques et de promouvoir une administration moderne, transparente et axée sur les résultats au service des citoyens. À cet effet, les fonctionnaires stagiaires sont constitués en cohorte d'environ 2000 agents chacune. Le ministre du Travail et de la fonction publique informe les fonctionnaires stagiaires que la phase d'induction civilo-militaire sera mise en œuvre en partenariat avec le ministère de la Défense nationale. La rentrée de la première cohorte est prévue pour le 6 janvier 2025 pour une durée de 5 semaines. Les fonctionnaires stagiaires de la première cohorte sont invités à se rendre à Conakry au plus tard le 4 janvier 2025 afin d'organiser leur départ vers les sites dédiés à ce programme d'induction civilo-militaire. Chaque fonctionnaire stagiaire est prié de prendre contact avec le chef de division des ressources humaines de son département d'affectation pour toute information complémentaire. Le ministre du Travail et de la fonction publique profite de cette occasion pour féliciter les admis au concours de la session 2024 et les encourage à saisir cette opportunité pour s'imprégner des valeurs de la République et de services publics, gage d'une administration performante et citoyenne. Conakry, le 26 décembre 2024, le ministre Faya François Boruno. Le chef d'état-major de l'armée de terre a procédé à la remise du matériel roulant au commandement du groupement d'intervention des forces rapides. Ce geste des autorités de la transition s'inscrit dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire et de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Hadjida Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Le groupement d'intervention rapide Zephyr, basé dans la 3e réserve militaire de Kankan, bénéficie d'engins roulants. Le geste est de la hiérarchie militaire afin de permettre à cette unité d'assurer pleinement sa mission de défense opérationnelle du territoire. En tournée dans la région, le chef d'état-major de l'armée de terre procède à la remise des clés au commandant de la région en présence du commandant en second de la dite unité. Je suis là pour remettre ces engins au GFIR, groupement des forces d'intervention rapide, qui est installé ici à Soronkoni. Je me suis fait accompagner par le commandant de la 3e région militaire pour le remettre les clés des engins que le président de la République, chef de l'État, le ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major général ont bien voulu remettre au commandement du GFIR pour encore renforcer leur capacité opérationnelle dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire. Cette aide logistique est un appui considérable pour le renforcement des capacités opérationnelles de cette unité. Le commandement se réjouit de cette attention de la hiérarchie militaire. Je vous remets ces clés pour que ces véhicules soient utilisés que pour le service et pour les opérations et que ce soit entretenu comme c'est venu. Au nom de mon commandant d'unité, nous sommes très fiers par rapport à la remise de ces clés-là. Ils vont encore nous permettre d'être encore plus opérationnels qu'avant. Cet engagement du chef suprême des armées traduit la volonté de la hiérarchie militaire à assurer la protection des personnes et de leurs biens, mais aussi contribuer à la montée en puissance des unités d'infanterie de l'arrière-pays. Et puis, dans le cadre de la sécurisation des traversées pendant les fêtes de fin d'année, la Direction générale de l'Agence de navigation maritime au ministère des Transports, en collaboration avec les services de défense et de sécurité, informe l'ensemble de la population que le port de Boulbinet sera fermé aux usagers du mardi 31 décembre 2024 au dimanche 5 janvier 2025. Par ailleurs, la gare maritime de Sandervalia et la marina du Petit Bateau sont les deux points d'embarquement
d'embarquement pour les îles de l'Os. Tous les contrevenants s'exposeront à des sanctions allant jusqu'à la confiscation des engins nautiques. C'est signé du directeur général Souri Kamara. Comme annoncé dans les titres, deuxième et dernier conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée au compte de l'exercice 2024 des travaux orientés vers l'évaluation des activités exécutées, l'élaboration d'un plan stratégique pour 2025. Principaux enjeux, former les jeunes jusqu'au doctorat pour combler le vide laissé par le départ massif à la retraite des chercheurs seniors. Folie Kamara. À l'orée de l'année 2025, l'Institut de recherche agronomique de Guinée tient sa deuxième et dernière session du conseil d'administration. À Bofa, l'instance de gouvernance de l'IRAG jette un regard exhaustif sur le chemin parcouru en 2024 et expose au grand public les ambitions pour 2025. Cette session va porter sur une analyse de certains documents, des résolutions qui ont été données effectivement à la direction et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et nous serons là pour analyser cela ainsi que des documents administratifs, le compte de gestion annuel et la préparation du budget pour l'année 2025. Le ministre de l'Agriculture m'a mandaté de venir dire réellement ce que nous passons de cette institution, parce que nous voulons que la recherche agronomique à travers l'Irak soit compétitive et que des innovations, même de répondre aux attentes du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, soient prises en compte. Toutes les exigences à satisfaire pour une recherche agronomique dynamique sont revues. Là-dessus, les contours d'un nouveau plan stratégique sont redéfinis pour préparer la relève par une politique ambitieuse de formation continue du personnel. Nous allons discuter de ce plan stratégique, mais aussi et surtout le recrutement des contractuels que nous allons former jusqu'au niveau des doctorats pour prendre la relève, parce que beaucoup de cadres sont allés à la retraite. Et puis nous allons aussi discuter de l'avant-projet de budget de 2025 afin que le gouvernement puisse nous accorder les fonds nécessaires pour pouvoir avancer dans ce sens. Je voudrais ici remercier le ministre de l'Agriculture, M. Félix Lama, remercier le président de la République qui nous soutiennent dans ce sens à travers vraiment tout ce qui est en train d'être fait. Pour l'année 2024, les recommandations du conseil d'administration vont permettre à l'Institut de recherche agronomique de poursuivre ses travaux de création variétale pour mettre des semences améliorées et des plans d'élite à la disposition des producteurs de l'arrière-pays. Ceci en tenant compte des spécificités de toutes les écologies, du littoral à la forêt. Une année finie, une année s'annonce au palais de la Colombe de Boulbinais de sa prise de fonction. Le chef de gouvernement Amadou Riba s'est attelé au renforcement de la cohésion sociale, cela conformément aux orientations du président de la République. Il a également visité certains chantiers ouverts par le CNRD en vue de créer de l'emploi et booster les activités entrepreneuriales en Guinée. Baouri, dans son élan d'offrir de nouvelles opportunités d'investir en Guinée, a assisté à plusieurs rencontres internationales. Le condensé signé Ousmane Bangoura. Le 27 février 2024, Amadou Riba arrive à la primature comme Premier ministre chef de gouvernement. Dès sa prise de fonction, il s'est attelé à défricher le chemin qui mène à promouvoir le dialogue social dans le pays. Cela, conformément aux orientations du chef de l'État, président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est ainsi qu'il a rencontré les différentes couches sociales du pays en vue de discuter des voies et moyens permettant de garantir le vivre ensemble. Pragmatique et disponible, Amadou Riba, à chaque occasion, invite les populations guinéennes à faire preuve de créativité et de dynamisme pour accompagner le CNRD à atteindre les objectifs qu'il s'est assignés dans le cadre du maintien du climat social, du cadrage macroéconomique et de l'amélioration de l'environnement juridique et judiciaire. Au cours de cette année 2024, le chef de gouvernement a visité plusieurs chantiers ouverts par le CNRD en vue de créer des emplois et booster les activités entrepreneuriales en Guinée. Les défis à relever sont immenses,
mais la volonté affichée par le CNRD rassure le Guinéen et les partenaires techniques et financiers du pays. Ce qui explique la mise en place de projets structurants afin de moderniser nos structures scolaires, sanitaires et routières. Amadou Ouriba, dans son élan d'offrir de nouvelles opportunités d'investir en Guinée, a reçu en audience plusieurs représentants des institutions financières internationales. Ils ont parlé des mécanismes d'amélioration du climat d'affaires en Guinée. Pour redynamiser l'action gouvernementale, le secrétariat général du gouvernement a initié sous la présidence du Premier ministre les travaux de la retraite gouvernementale. Les thématiques abordées auraient permis au ministre de cerner certains outils de gestion des dossiers administratifs selon les réglementations en vigueur. Sur le plan international, Amadou Ouriba a assisté à plusieurs rencontres au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. On peut noter la 70e Assemblée générale des Nations unies à New York du 20 au 30 septembre 2024 sous le thème « Développement durable, coopération internationale et mise en avant des priorités nationales guinéennes dans le cadre de la transition politique ». Le forum multilatéral sur les politiques industrielles à Riyad du 22 au 23 octobre 2024 sous le thème « Promotion des partenariats économiques et stratégiques avec l'Arabie saoudite, développement industriel et renforcement des relations bilatérales ». Récemment, le Premier ministre Amadou Ouriba est venu à Addis Abeba en Éthiopie dans le cadre du renforcement de coopération avec l'ONUDI du 5 au 7 novembre 2024 sous le thème « Développement industriel durable ». Ici, il était question d'élaborer un nouveau cadre inspiré du modèle éthiopien pour la création d'industries compétitives. Mais avant, le Premier ministre avait également pris part aux Jeux olympiques organisés à Paris. Il s'est aussi rendu à Kigali, au Rwanda. Là aussi, Amadou Ouriba rencontre les acteurs clés des différents secteurs de développement, comme pour dire que le CNRD est engagé dans un processus qui privilégie aussi le raffermissement des liens de coopération entre la Guinée et les organismes internationaux à travers le monde. Toujours dans la rétro 2024, au Conseil national de la transition 2024 fut marqué par l'amorce de l'une de ses missions essentielles, celle d'élaborer une nouvelle constitution, un point nodal du processus de transition en cours. Le caractère inclusif et participatif a ponctué chaque étape. Avant l'élaboration des 205 articles, les Guinéens ont participé à sa rédaction, de la présentation à la vulgarisation, en passant par le dialogue. Aucun détail n'a été occulté par les acteurs de l'organe législatif de la transition. Commentaire, Abdoulaye Ninguilande. Activité quotidienne avec l'organisation des séances plénières habituelles, l'organe législatif a amorcé cette année l'autre étape importante et décisive du processus de la transition. Le 29 juillet, le Conseil national de la transition a présenté aux Guinéens l'avant-projet de nouvelle constitution. L'inclusivité a caractérisé tout le processus d'élaboration du document. Cet avant-projet de nouvelle constitution s'articule autour de 3 parties, précédé d'un préambule qui affirme et réaffirme l'attachement du peuple de Guinée à sa liberté traduite par le non au référendum du 28 septembre 1958. La première partie est consacrée à la forme de l'État, à la souveraineté, aux principes fondamentaux de la République, ainsi qu'aux libertés, droits et devoirs. La deuxième partie définit et procède à la classification des institutions de la République. Et la troisième composante du texte constitutionnel porte sur les titres spécifiques relatifs à l'administration publique ou à l'organisation territoriale par exemple. La présentation de la première mouture est suivie du dialogue institutionnel initié pour exposer le texte et recueillir les contributions auprès des divers groupes d'acteurs nationaux. Ce dialogue inclut le gouvernement, le Comité national du Rassemblement pour le développement, les diplomates, les représentants du secteur privé, les centrales syndicales, les sages et leaders religieux, les délégations spéciales, les médias,
le monde académique et d'anciens premiers ministres. Les conseillers nationaux ont procédé également à des échanges approfondis avec les représentants des organisations de la société civile guinéenne, les organisations socio-professionnelles et les acteurs politiques. Lors des débats constructifs et ouverts, Dr Dansa Kourouma, entouré des conseillers nationaux, a répondu aux préoccupations soulevées par les acteurs politiques, clarifiant ainsi le contenu du document et éclairant les responsables politiques sur son esprit et sa lettre. Au mois de novembre 2024, des équipes de l'organe législatif de la transition se sont déployées sur l'ensemble du territoire national pour une campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Il y a beaucoup de bonnes contributions qui sont faites, mais les gens gagnent beaucoup plus parce qu'ils comprennent la constitution. In fine, on veut avoir une constitution qui est comprise et acceptée par l'ensemble des composants de la vie de la nation. Vous savez, mettez les meilleures idées dans une constitution. Si le peuple ne comprend pas son esprit et sa lettre, et que les juges n'aient pas le courage et l'indépendance d'appliquer ces dispositions de la Constitution, et que la société civile et les partis politiques se battent pour le respect de son esprit et de sa lettre, ce n'est pas une constitution. Donc une constitution, ce n'est pas des phrases juste à poser, c'est un esprit, c'est des valeurs, c'est une histoire, c'est un contexte. Et ce sont des obligations et des engagements. Il faut que chacun s'associe à prendre ça en compte. Après cette démarche, l'on aboutira à un projet de constitution qui sera soumis à un référendum constitutionnel avant la promulgation par le président de la République et sa vulgarisation pour une plus grande appropriation par le peuple souverain de Guinée. La transparence et l'inclusivité du processus sont des priorités pour le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et le CNT sous le leadership de son président Dr Dansa Kourouma est sur la bonne trajectoire dans le processus d'écriture d'une constitution qui nous ressemble. Le président du Conseil national de la transition, CNT, convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière ce mardi 31 décembre 2024 à 11h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur l'examen et l'adoption du volet dépenses du projet de loi de finances initiale exercice 2025. Sont conviés à prendre part à la présente plénière les membres du Comité national de rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le cabinet du président de la République, le ministre du budget, le ministre de l'économie et des finances, les membres du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le chef d'état-major des armées de terre, de l'air et de mer, le chef de mission diplomatique, consulaire, organisation internationale accréditée en Guinée, le directeur général de la police nationale, le directeur général des douanes, le directeur général de la protection civile, le directeur général du corps des conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les facilitatrices du cadre de dialogue interguinéen, les représentants des deux confessions religieuses, musulmanes et chrétiennes, grand imam et archevêque de Conakry, le représentant de la Confédération générale des entreprises, les présidents des chambres consulaires, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, l'administrateur général de l'administration et contrôle de grands projets, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, le coordonnateur du bureau de suivi des priorités présidentielles, les représentants des coordinations régionales, les représentants des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, le représentant de l'association des magistrats de Guinée, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Guinée,
Le représentant de l'association des huissiers de Guinée, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, les représentants des ordres sociaux professionnels, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 30 décembre 2024, Dr Dansa Kourouma. Enfin, douleur et consternation à la RTG, le doyen Jean Parizeau a attiré sa révérence sur une nouvelle qui plonge amis et proches dans une profonde tristesse. À cette occasion, les travailleurs de la RTG se sont fortement mobilisés pour lui rendre un ultime hommage. Images et témoignages, Mounir Bari. Jean Parizeau a attiré sa révérence, laissant derrière un vide pour sa famille et pour ceux qui l'ont connu et côtoyé. À cette douloureuse circonstance, famille, collaborateurs et le ministre de l'Information et de la Communication se sont mobilisés pour lui rendre un dernier hommage. Après la levée du corps à l'hôpital sino-guinéen, les travailleurs de la RTG sont sous le choc. Malgré les obstacles de la vie, il n'a jamais cessé de se battre et d'entreprendre. Il a toujours mis sa famille de l'avant et cela a fait de nous les personnes que nous sommes aujourd'hui. Il a toujours été quelqu'un d'exemplaire pour nous, dans la joie qu'il dégage, dans les conseils qu'il donne, mais aussi dans son engagement. Ma vie fut très marquée par cet homme parce que j'ai vu quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a su se battre contre vents et marées. Quand il a fait sa première chute de maladie, j'étais là. Je l'ai vu comment il s'est beaucoup accroché à sa foi. Cet ingénieur électrotechnicien a été chef des émetteurs et technicien chevronné au service d'émission et de transmission. Le ministre Fanasouma se souvient d'un homme humble, travailleur et d'une probité exemplaire. Mon frère Parizeau, c'était vraiment un homme très responsable, très joyeux. Il me l'a montré pendant les échanges qu'on a eu à faire. Au nom donc de l'ensemble des responsables de la RTG et du ministère, je vous présente les condoléances les plus émues. Nous sommes honorés quand même de savoir que notre fils a été utile à la nation. Avant son inhumation dans sa ville natale, en région forestière, il a eu droit à tous les honneurs au sein de sa famille professionnelle. Il s'en va à jamais, laissant une veuve et 4 enfants inconsolables. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité continue sur le www.rtgguinée.info. À demain pour d'autres infos sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.